Lorsqu'on réalise une extraction ou une synthèse chimique, on obtient un mélange de plusieurs espèces chimiques. Il faut ensuite identifier chaque espèce chimique. Pour cela, on peut utiliser différentes méthodes. L'étude des caractéristiques physiques des espèces chimiques ou la chromatographie. Nous étudierons la chromatographie dans une autre vidéo. Les espèces chimiques contenues dans les médicaments sont issues soit de la nature, soit de la synthèse. Elles possèdent un certain nombre de caractéristiques qui constituent leur véritable carte d'identité. Les températures de changement d'état d'un corps pur sont caractéristiques de ce corps. Par exemple, la glace fond à 0 degré Celsius et l'eau bout à 100 degrés Celsius. Le fer fond à 1535 degrés Celsius alors que le plomb fond à 328 degrés Celsius. On s'intéresse à deux changements d'état. La fusion, qui est le passage de l'état solide à l'état liquide. La température de fusion est mesurée avec un appareil qui s'appelle un banc Koeffler. Le banc Koeffler est constitué d'une plaque métallique chauffée électriquement de manière à produire un gradient de température. La température augmente de droite à gauche et varie de 40 degrés Celsius à 250 degrés Celsius. Les valeurs de température sont indiquées sur le banc. On dépose le solide à analyser dans la partie la plus froide du banc et on pousse lentement vers la partie la plus chaude. On lie alors la température de fusion à l'apparition de la première goutte de liquide. On peut également mesurer avec un thermomètre la température d'ébullition d'une espèce chimique, c'est-à-dire la température à laquelle elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Petit rappel de vocabulaire. L'évaporation et l'ébullition sont des phénomènes qui désignent tous deux le passage des molécules d'un liquide à l'état gazeux. Le terme global est vaporisation. L'ébullition se produit par chauffage, c'est le cas quand on fait bouillir de l'eau, contrairement à l'évaporation. C'est le cas du linge qui sèche grâce au vent. Si un échantillon ne change pas d'état à la température attendue, soit il n'est pas pur, soit ce n'est pas l'espèce chimique attendue. Par exemple, la banquise dégèle vers moins 4 degrés Celsius, alors que la température de fusion de l'eau pure est 0 degrés Celsius, car la glace de la banquise n'est pas de l'eau pure. On peut définir 4 grandeurs liées entre elles, la masse, le volume, la masse volumique et la densité. Nous allons faire un focus sur chacune de ces grandeurs. La masse totale, c'est la somme des masses unitaires des molécules. Pour un même nombre de molécules, deux objets de matière différentes auront des masses différentes car les masses unitaires de leurs molécules sont différentes. Par exemple, ici, la molécule d'eau est presque 11 fois plus légère que l'atome d'or. Le volume, c'est l'espace pris par un nombre de molécules bien déterminé. Pour un même nombre de molécules, deux matières occuperont un volume différent. En effet, en fonction de l'état de la matière, de la forme des molécules, du nombre et du type des atomes qui les composent et de l'organisation de ces molécules entre elles, le nombre de molécules dans un volume donné peut être plus ou moins important. La masse volumique, c'est la masse par mètre cube de matière, en kilogrammes par mètre cube. La masse volumique sera d'autant plus élevée que le nombre de molécules par mètre cube sera important et que la masse d'une molécule sera grande. Par exemple, un cube de 10 cm de côté, soit un décimètre cube, qui est constitué d'eau liquide, a une masse d'1 kg. La masse volumique de l'eau est de 1 kg par décimètre cube, soit 1000 kg par mètre cube. Le même cube, donc un volume identique, constitué d'or, possède une masse de 19,3 kg. La masse volumique de l'or est de 19,3 kg par décimètre cube ou 1930 kg par mètre cube. On définit la masse volumique, notée ρ, d'une espèce chimique comme le rapport de sa masse m par le volume qu'elle occupe. Les unités légales sont le kilogramme pour la masse, le mètre cube pour le volume et le kilogramme par mètre cube pour la masse volumique. Avec cette représentation, quand vous possédez deux grandeurs, c'est-à-dire deux lettres, vous pouvez retrouver la troisième en observant comment sont arrangées celles qui sont connues. Par exemple, si je ne connais pas ρ, mais que je connais m et v, on cache ρ dans le triangle. Je constate que dans le triangle, m est au-dessus de v. Cela évoque une division. Donc je me souviens que ρ égale m sur v.
On peut également retrouver rapidement que M, la masse, est égale à ρ fois V et que V égale M sur ρ. Pour mesurer la masse volumique d'un liquide, on mesure à l'aide d'une balance la masse de 100 ml de liquide prélevé dans une éprouvette graduée. Dans l'exemple présenté ici, on peut identifier le liquide 2 comme de l'alcool à brûler, le liquide 3 comme de l'huile d'olive. En revanche, les liquides 1 et 4 ne sont pas identifiés. On peut seulement préciser qu'il ne s'agit pas d'éthanol ni d'eau de mer. La densité est la comparaison de la masse volumique d'une matière donnée avec la masse volumique de l'eau. Il faut bien entendu vérifier que les deux masses volumiques sont exprimées dans la même unité pour faire le calcul. Si la masse volumique d'une matière est supérieure à celle de l'eau, elle aura une valeur supérieure à 1. Sinon, elle aura une densité inférieure à 1. Il n'y a pas d'unité pour exprimer la densité. Par exemple, l'or possède une masse volumique 19,3 plus élevée que l'eau. La densité de l'or est de 19,3. La dernière caractéristique physique que nous évoquerons dans cette vidéo est appelée l'indice de réfraction. Quand un faisceau de lumière est dirigé vers un liquide, comme sur le schéma présenté ici, le rayon de lumière est dévié. L'indice de réfraction, noté N, est une grandeur liée aux propriétés optiques de l'espèce étudiée. Elle quantifie l'aptitude d'une substance transparente à dévier le trajet de la lumière. L'indice d'une espèce liquide se mesure facilement avec un réfractomètre. La détermination de l'indice de réfraction d'un liquide est une méthode qui permet l'identification de ce liquide. En viticulture, par exemple, la teneur en sucre d'un jus de raisin se détermine en mesurant son indice de réfraction. Une fois que l'on connaît N, l'indice de réfraction, à l'aide de valeurs connues, on peut déterminer la concentration massique en sucre.